Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent Cornu, cofondateur et maître de chai pour une très belle maison d'Armagnac, l'Incantada. Bonjour Vincent. Bonjour Louis-Marie et bonjour à tous. Alors écoute, je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui. On va parler de passion, on va parler de terroir et naturellement, on va parler d'Armagnac. Alors peut-être avant de commencer, quelle a été ta première rencontre avec un spiritueux ? Ah là, je pense que honnêtement, sans surprise, la première rencontre c'est quand même l'Armagnac. Ouais, chez nous c'est quand même l'Armagnac. Bon, dans ma région Gascogne, plus petit, oui, c'était l'Armagnac. Alors maintenant, je goûte beaucoup d'autres choses, mais ouais, petit, oui, c'était l'Armagnac. Ouais, je pense que c'était l'Armagnac quand visite, ouais. Où je buvais des choses moins bonnes, voilà, un peu tarlani, avec des choses sucrées dedans, peut-être, mais voilà, bon, voilà. On en est tous revenus. C'est ça, on a tous revenu, c'est ça. Plus ou moins bien, mais on en est revenu. Avant de commencer un peu sur ton parcours, à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout l'Armagnac, est-ce que tu peux un peu nous présenter cette magnifique eau de vie et puis ses spécificités ? Alors, quelqu'un qui connaîtrait pas l'Armagnac, j'ai envie de dire que déjà ça s'entend parce que malheureusement, je pense que quand je m'écoute, j'ai un accent du sud-ouest, donc c'est une belle eau de vie, c'est un spiritueux qui vient du sud-ouest, donc on est dans une région nous qui s'appelle la Gascogne, voilà, le Gers. Alors le bonheur est dans le pré, mais le bonheur aussi en Gascogne. Alors il faut pas trop le dire parce qu'il faut pas qu'on soit trop nombreux, mais c'est une belle région. L'Armagnac se produit essentiellement sur le département du Gers, un peu les Landes et un tout petit peu du Lot-et-Garonne. C'est une vieille AOC depuis 1936. Pas pour ça qu'elle n'est pas moderne, mais voilà, on a la chance nous d'avoir une AOC avec des règles qui encadrent, qui vraiment encadrent les choses, tout est un peu, comment dire, planifié. Alors parfois c'est un peu contraignant en France, mais ça nous protège. Ça protège aussi, ça empêche aussi qu'il y ait des dérives et d'avoir un produit sérieux. C'est plus généralement, donc c'est un spiritueux qui est produit à base de vin blanc, avec des cépages très spécifiques, on y reviendra peut-être, et distillé dans on a l'alambic en colonne en théorie, on a des petits alambics mobiles aussi, nous, avec des spécificités sur les alambics à mobiles en fait, c'est vraiment dans l'initiation ambulante. On a droit aussi à l'alambic double chauffe, mais la grande majorité chez nous, 95%, c'est l'alambic à colonne. Et après, donc c'est quand même un spiritueux qui est... Alors nous, on a une AOC blanche, mais on a en théorie, la grosse majorité, c'est quand même des eaux de vie qui sont vieillies dans des bacs de chêne, du chêne français. Et voilà. Donc en gros, l'Armagnac, je pense que tout le monde a dans l'idée de connaître l'Armagnac. Tout le monde, je pense, connaît l'Armagnac. Ou parce qu'il s'est promené en Gascogne et qu'il a vu énormément de villages, de choses qui s'appellent Armagnac ici. C'est aussi une région géographique, ici, voilà. Mais je pense que tout le monde connaît l'Armagnac, mais je pense que tout le monde n'en connaît pas les subtilités. Alors on est là pour ça, peut-être pour expliquer, mais aussi parce que c'est quelque chose c'est une eau de vie qui a su se moderniser, qui a énormément alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais de qualité et qui n'a pas à rougir par rapport à d'autres choses, d'autres régions plus grandes et plus connues, quoi. Voilà. Plus consommées. Clairement. Si on parle un peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans l'univers des spiritueux et est-ce que ça a toujours été, je dirais, un objectif pour toi ou est-ce qu'il y a eu une autre vie avant de te lancer avec l'Encantada ? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne réponse à la bonne question, mais nous, à l'Encantada, on a peut-être un petit parcours un peu différent. Sans parler de moi, nous, en fait, moi, j'avais un autre métier et on était plusieurs copains, en fait, qui avons monté cette maison d'Armagnac il y a bientôt 14 ans maintenant,
Et voilà, à la base, on a été des copains et on avait tous notre métier et par passion pour le produit, on a décidé de se lancer par l'Armagnac. Voilà. Donc non, moi, j'étais pas dans ce métier et ma famille était pas dans l'Armagnac, non plus viticulteur ou aucun lien vraiment à l'Armagnac. Voilà. Et donc, il y a bientôt 14 ans, tu décides de te lancer, tu lances l'Incantada. Déjà, avec qui? Tu nous as parlé effectivement d'un groupe d'amis. Et puis, quel était l'objectif? Est-ce que l'idée, c'était de produire? Est-ce que très vite, le modèle, je dirais, de négociant-éleveur s'est imposé? Est-ce que vous aviez une idée assez précise de ce que vous vouliez faire au début? Comment est-ce que tout ça s'est construit? Alors nous, on a, comment dire? C'est parti de façon assez simple et on est parti un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait penser aujourd'hui quand on crée une entreprise où, nous, on n'a pas fait d'études de marché, on sortait pas d'école de commerce, on n'a pas étudié le monde spiritueux, on ne connaissait pas. On est parti par passion, par pure passion pour le produit. Moi, j'étais un enfant du pays, même si j'ai fait autre chose. J'étais un enfant du pays, très ancré dans mon terroir, je pense. Et on respectait, nous, beaucoup l'Armagnac, pour ce que ça représente ici à la campagne. L'Armagnac ici, on en reparlera peut-être, mais un côté historique, un côté qui fait un peu rêver. Il y avait un côté un peu où on se projetait dans l'eau de vie, des fois, parfois, ici, chez les producteurs, on se projette toujours. Et après, il y avait la passion de produit, en termes de dégustation, de ce que ça représente, les sensations que ça peut procurer à la dégustation et les beaux moments, parfois, où on déguste de l'Armagnac aussi, parce qu'on est aussi sur des métiers de partage et on peut déguster tout seul, mais souvent, quand même, moi, j'ai connu l'Armagnac plus jeune, où on dégustait la même repas, donc toujours des moments de rigolade, des moments de camaraderie. En fait, franchement, c'était très intéressant. Donc nous, on est venus dans l'Armagnac par passion. Alors, on était 4. Frédéric, qui est vraiment un ami d'enfance, en fait, où on a fait beaucoup et on fait encore beaucoup de choses ensemble. Il y avait Christelle et il y avait Xavier, voilà. Et donc, par passion pour le produit, un petit peu par hasard, parce qu'en fait, moi, j'ai acheté parfois des Armagnacs à la campagne, et on a mené moi, j'étais dans la restauration, beaucoup de copains, d'amis, des clients, sommeliers, des restaurateurs, qui venaient chercher des Armagnacs un peu différents, qui ne trouvaient pas forcément dans le commerce. Et ils venaient des fois, très honnêtement, pour le produit ou pour l'histoire et dans le plaisir d'aller rencontrer aussi les producteurs, d'aller rentrer dans leur milieu, d'avoir des gens qui des fois avaient alors pas, c'est pas, je vais pas employer le mot honte, mais qui étaient des fois un peu gênés de les recevoir chez eux parce qu'il y avait pas forcément un stand de vente, c'était dans la cuisine, d'aller chercher la bouteille, coller l'étiquette avec la colle U. En fait, c'était vraiment un peu très artisanal l'Armagnac. C'était aussi pour ce moment que pour des fois le produit, honnêtement. Et donc, on a décidé de se lancer en 2011, un peu sur un malentendu, où on a dit, il y avait des très bons Armagnacs à vendre que je connaissais. C'était un peu dommage parce qu'en fait, ces Armagnacs allaient être vendus et un peu dispatchés dans différentes maisons ou assemblés à d'autres Armagnacs, du moins. Donc, ce qui était un peu dommage pour nous, en fait, de ne pas garder ce style aromatique tel quel, très pur. Donc, on a dit, écoutez, les gars, on va partir comme ça. Pourquoi on ne ferait pas une association de malfaiteurs, entre guillemets, et on monte une petite boîte, on fait ça. Moi, j'avais un peu de place dans un bâtiment, en fait, de mon activité. On fait ça, et puis c'est parti d'un constat très simple, honnêtement. Je vais avoir une chose forte, mais c'est ça. On l'a dit, si on ne vend pas les barriques, on les boit. C'est pas grave. On est jeune, on est beau, c'est bon, c'est pas grave. Donc voilà, on est parti comme ça, sans études de marché, sans voilà. Et on est parti surtout dans l'idée de se dire, on se fait plaisir. C'est déjà un deuxième métier, on travaille déjà tous beaucoup. C'est un deuxième métier, donc on va faire ça le week-end, on va faire ça en plus. On prend que du plaisir, on se voit, on échange, et on ne fait que les choses au niveau produit qu'on aime, en fait, je veux dire. On se lance pas dans des trucs commerciaux qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas tout faire, on n'a pas la prétention, voilà. Donc c'est parti d'un constat un peu comme ça, un peu bizarre. Alors on a choisi l'Encantada parce qu'il faut bien prendre un nom et que nous, je pense qu'on aime bien les doubles sens. On cherchait quelque chose qui soit dans l'idée un peu festif. L'Encantada, c'est une chanson connue ici dans le sud-ouest, dans le groupe Nadao. Voilà, bon, voilà. Et surtout aussi, en gascon, ça veut dire l'enchanteresse, l'enchantée. Et en fait, il y a beaucoup de respect dans le mot l'enchanteresse, c'est la quête un peu du Graal, du beau, hein. Et on y reviendra peut-être sur à la recherche de barriques. Et l'idée, c'était voilà, de respecter le produit aussi, quoi. D'un côté, c'était festif, mais d'un côté, on respecte le produit. Voilà.
Superbe. Si on rentre effectivement maintenant dans le vif du sujet, tu nous as parlé de l'origine et effectivement de cette association de malfaiteurs au service de l'Armagnac. Concrètement, aujourd'hui, l'Encantada, qu'est-ce que c'est? Quelle est un peu aussi votre ligne directrice? Est-ce que tu peux nous présenter cette belle maison? Alors, à question courte, réponse longue, hein, pardon. Mais, alors nous, en fait, quand on est parti comme ça en 2011, on s'est dit: «On va respecter le producteur», parce qu'en fait, nous, on n'avait pas la prétention de savoir assembler, de savoir commercialiser des armagnacs. On s'est dit à la base, il faut que c'est le producteur qui fait le produit, en fait. C'est à la base, ça vient de la vigne, c'est un terroir. Des fois, je vais y revenir après, il faut l'aider un peu, il faut l'aider parce que des fois, il y a pas c'est une belle, c'est des belles endormies, mais des fois, ça manque un peu d'expérience peut-être, un peu il faut les aider, notamment sur le vieillissement. Mais à la base, c'était le producteur. Donc on s'est dit: «On va partir d'un constat très simple. Chaque fois qu'on va acheter un armagnac, on va regarder notamment le profil aromatique. On va essayer de choisir bien sûr bon, sans aucune prétention, on va essayer de choisir de très belles barriques, pour obtenir les meilleures barriques, sur des styles très différents et maintenant aujourd'hui, on a énormément de styles. Et on va garder le nom de la maison, en fait. On va garder le nom de celui qui a fait. Et par contre, on se met, nous, on s'est mis d'entrée une barrière, gustative. On a dit: «On va faire que du brut de fût». Le brut de fût, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons qui essayent de faire quelques cuvées en brut de fût. Ça existe dans le rhum, dans le whisky, on n'a pas été l'inventeur de brut de fût, ça c'est clair. Par contre, dans l'Armagnac, il y a 14 ans, on était beaucoup moins nombreux à faire des brut de fût et beaucoup, moi, de mes collègues à l'époque, nous raillaient un peu en nous disant: «Oui, mais bon, écoute, de fût, non, mais bon, c'est pas l'avenir, c'est comme ça», voilà. On n'a jamais, nous, on s'est dit: «Mais nous, on fait ça pour nous faire plaisir, c'est un travail passion, c'est le 2e job». Nous, on veut vendre ce qu'on veut, ce qu'on aime, donc on est à l'aise dans le brut de fût et on va vendre du brut de fût. Nous, on a une philosophie de vie, alors c'est un peu prétentieux de dire ça, mais moi-même, dans mes anciennes activités, j'avais la même philosophie où on dit, moi, on se lève tous les jours, la vie, elle est belle, mais elle est aussi un peu dure. Des fois, il faut travailler beaucoup, il faut gagner sa vie, voilà, il faut faire des efforts, prendre des risques. Donc, en fait, il faut pouvoir toujours regarder un client dans les yeux et être fier de ce qu'on nous propose. Voilà. Si on a bien fait son job, on est content et on peut être fier de ce qu'on nous propose tous les jours. Et quand on se couche le soir, on est serein parce qu'en fait, on a bien fait son job. On n'est pas tous les jours bon. Il y a des fois, on se trompe. Mais au moins, on a l'impression d'avoir mis tout le cœur à l'ouvrage. Donc, on s'est dit, si nous, on est même brut de fût, eh bien, on trouvera peut-être 2 ou 3 fous, ou 10 fous, 100 fous, qui aimeront le brut de fût comme nous et qui aimeront nos armagnacs. Et petit à petit, on a commencé comme ça. On a choisi des barriques. On a commencé avec 3 barriques de notre chai. On a aménagé. On a réfléchi parce que dans les 4 mousquetaires, il y a des gens il y a aussi des cerveaux bien faits, il y avait des gens qui réfléchissaient. On a beaucoup partagé l'expérience, on s'est un peu réparti les rôles. Moi, je m'occupais plus de la partie produit. Christelle s'est vite emparée de la partie administrative, douane, papier, qui était un peu chiante. Et Fred s'est plutôt occupé de la partie commerciale, en fait, un peu d'entrée. Et Xavier, lui, était sur une partie plus inventive sur le packaging, sur le marketing, sur des idées, sur des concepts. C'est quelqu'un qui est doué en tout, donc voilà, c'est quelqu'un qui est facile et qui a 30 idées à la minute et qui donc facile, voilà. Donc on est parti un peu là-dedans et on a embouteillé le week-end entre copains. Le soir, on s'est fait des trucs, voilà, on avait des petits communs. Donc on a commencé à vendre à quelques copains restaurateurs, à quelques connaissances, petit à petit. Et rapidement, on a eu des bons retours parce que je pense, sans aucune prétention honnêtement, qu'on avait quand même des bons jus et qu'on avait des jolies barriques. Donc on a eu quelques retours. Donc on a toujours essayé, nous, de faire ça, les choses très sérieusement et de se dire, voilà, on a une exigence de qualité, on a des gens qui nous font confiance. On a toujours été un peu, on a eu toujours un petit peu un sentiment, et peut-être moins aujourd'hui, mais quand même, de sentiment d'infériorité où on s'est dit, nous, on n'a pas 3 générations avant nous qui ont fait l'Armagnac, on n'a pas la chance d'avoir 3 générations qui nous ont appris l'Armagnac. Donc du coup, mais par contre, on a la chance aussi de ne pas avoir 3 générations. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le poids non plus de 3 générations qui nous disent: «Il faut faire comme ça». On a pris une étiquette orange, une cire orange. C'était, voilà. L'imprimeur, la première fois, je me rappelle, il m'a dit: «Mais non, mais jamais tu vas imprimer une étiquette verticale, ça jamais ça se vendra. Tu fais n'importe quoi». Et j'ai dit: «Écoute, moi». Il a trouvé une jolie étiquette, il a l'idée verticale, pourquoi pas, on change, on s'en fout de toute façon, enfin, c'est pas grave. En fait, sérieusement, on prend le risque. Et voilà, donc aujourd'hui, ça semble rien, mais on a essayé on n'a pas cassé, on n'a pas révolutionné, on n'a pas inventé des choses, mais
Mais je veux dire, on a essayé de changer les codes, on a essayé de faire des choses différemment. Mais on a fait surtout à la base pour se faire plaisir. Et donc, on avait ce petit complexe où on se disait, on ne sait pas faire. Donc, on a essayé de chercher les bonnes barriques, les bonnes choses, embouteiller au bon degré, au bon truc, attendre, de laisser vieillir avant d'embouteiller, je veux dire. Voilà, et de minimum de trucs et d'apporter le maximum de soin à l'objet. On n'a pas choisi le packaging le plus simple avec cette petite douelle là c'est un morceau de baril qu'on coupe. Bon, il faut la percer, la ficeler, enfin voilà, bon, il y a un peu de travail, mais on a essayé d'apporter un peu de soin à la bouteille et rapidement, on a trouvé des gens qui nous ont fait confiance et on a, rapidement, on a, après, par la suite acheté d'autres domaines, d'autres barils, d'autres styles. On a ouvert l'esprit aussi, voilà. Voilà. Et Et aujourd'hui, voilà, on fait, que de l'Armagnac, en fait, 100 Armagnac. On est resté sur notre ADN du départ. si on continue un peu sur cette notion effectivement de sélection, déjà lorsque vous lancez l'Incantada, vous aviez pas ou très peu de stock, j'imagine. Comment est-ce que vous avez procédé pour intégrer vos premiers fûts? Est-ce que vous aviez déjà des idées? Est-ce que vous avez fait le tour du Gers en disant on va visiter chaque domaine, chaque personne qui un jour a produit de l'Armagnac et on va déguster? Comment est-ce que vous avez un peu constitué Alors ces en premiers fait, lots? ouais, alors en fait, ça c'est un point important. En fait, l'Armagnac, il y a c'est un paysage qui est assez, assez, je pense, différent. Enfin, chaque appellation et chaque spiritueux a un paysage différent. Le whisky est structuré, en école différemment au Japon, on est d'accord. Le rhum, c'est pareil. Il y a des gens qui vont produire, qui vont commercialiser eux-mêmes. Il y a des gens qui font que produire, il y a des gens qui sélectionnent. Alors, l'Armagnac, le stock est porté par les producteurs. En fait. Le stock n'est pas porté comme un négoce, comme un cognac. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a des producteurs qui vont avoir des bonnes années, parfois, où systématiquement, ils distillent. Alors, le producteur qui systématiquement distille, il va faire venir parfois l'alambic ambulant, il distille chez lui, et il met des barriques dans son chai. Barriques neuves ou barriques d'occasion, peu importe. Il met de l'Armagnac à vieillir. Le petit producteur, des fois, je dis petit, c'est pas péjoratif, mais des fois, le producteur plus occasionnel, qui va. Alors, dans le passé, c'était beaucoup le bas de laine, c'était un peu l'économie. C'était un peu des gens qui pour partager le risque, on était dans le bon sens paysan, où on avait beaucoup de polyculture. On faisait un peu de vache, un peu de poulet, peut-être un peu de gavage, peut-être des fois, un peu de maïs, un peu de blé. Et dans l'histoire de la polyculture, en fait, parfois, il y avait des productions qui ne se conservaient pas, mais il y avait aussi des productions qui pouvaient se conserver, notamment en transformant le vin en alcool, qui, lui, pouvait traverser le temps. Donc ça, c'était une occasion unique. Donc les producteurs, traditionnellement, ils mettaient une barrique, 2 barriques, 3 barriques, 5 barriques tous les ans, les bonnes années, un peu, entre guillemets, un peu à gauche dans le chai, et c'était la réserve. Et quand ils avaient de l'argent, ils pouvaient toujours négocier une barrique ou aller voir, la banque, voilà. Ou alors systématiquement tous les ans, ils essayaient de gagner un peu plus d'argent parce que c'est vieillir l'Armagnac et ils vendaient le fruit de leur travail des années précédentes. Ou alors il y a d'autres stratégies aussi où des gens ont commencé à faire vieillir et puis à un moment donné, ils ont commencé à vendre l'Armagnac quand l'Armagnac était prêt. Pour en revenir à la sélection de barriques, donc nous on n'a pas fait le tour du Gers. Nous ici, c'est vrai que dans l'Armagnac comment dire? Pour chasser ou pour avoir les bonnes barriques, bon, il est clair il faut avoir l'accent, du coin, il faut parler la langue, il faut dire chocolatine, il faut voilà, non, 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 je veux dire, je le dis en plaisantant, mais c'est vrai qu'il y a de tout. Il y a des producteurs qui regardent que l'aspect financier, mais il y a quand même beaucoup de producteurs. C'est la passion, c'est des barriques qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le chai. Quand ça fait 30 ans que tous les jours, le producteur, il a mis sa barrique dans l'ancienne grange, ou dans le garage, ou dans l'ancienne étable qui joue toute la maison, quand tous les jours, il met les bottes face à sa barrique, ou quand il va dehors, ou quand il regarde sa barrique, bon, il la donne pas au premier venu, en fait, parce que, voilà. Alors, des fois, il n'a pas les mêmes critères de dégustation que moi, hein, ça c'est évident, hein, ça, on pourra y revenir sur la dégustation pure, mais il n'a pas les mêmes critères. Mais il est évident que derrière, il veut savoir ce que l'on fait. Bon, il y a une histoire de prix, hein, évidemment, mais d'abord, il faut se faire confiance. Moi, j'ai l'habitude de dire des fois, il y a certains producteurs, c'est plus difficile que d'autres. Il faut y aller. Vous y allez, oui, bonjour, bon, de l'Armagnac, oui, comment, pourquoi, qui vous a dit ça? Enfin, voilà, il y a une petite enquête un peu. Vous y allez plusieurs fois. Il recoupe l'information, même si en plus il s'est déjà renseigné, mais c'est un peu le théâtre. Il s'est renseigné, il a été, vous êtes le cousin à qui, vous êtes le cousin à qui, comment, vous connaissez comment, il vous demande le réseau. Et des fois, je dis en rigolant, au bout de 3-4 fois, j'ai le droit de caresser le chien.
Des fois, peut-être à la 5e, je peux rentrer prendre un café. Et des fois, au bout d'un moment, on arrive à rentrer dans le chai. Il vous fait goûter une barrique au milieu, qui est franchement des fois pas bonne. Et ça arrive, des fois, des barriques qui sont pas bonnes. Enfin, je veux dire, qui sont pas forcément à mon goût, qui ont sur le vieillissement, qui auraient mérité peut-être un peu plus de soins, voilà. Dans un verre sale. Et il vous dit: «C'est bon, hein?» Oui, vous pouvez pas lui dire non, mais voilà. Et donc l'idée, c'est voilà, c'est pas tous les jours facile, je veux dire, c'est pas toujours facile, hein. C'est un réseau. Après, bon, quand vous êtes sérieux, quand vous travaillez bien, quand vous avez bonne réputation, nous, on a aussi beaucoup de producteurs qui aiment bien le fait qu'on mette aussi le nom de leur domaine et qu'on mette le travail en avant. Il y a des producteurs qui veulent pas, mais il y a aussi des producteurs qui aiment bien. Donc, voilà, on avait ce réseau un peu à la campagne, nous. Et là, aujourd'hui, on a aussi beaucoup de réseaux et voilà. Et donc aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'à Lingandana, on est capable d'avoir beaucoup de styles, hein, beaucoup de régions, beaucoup de terroirs différents. Et aujourd'hui, on est capable de répondre à beaucoup de demandes en termes de profils aromatiques, parce que c'est vrai qu'en Armagnac, du fait de ces multitudes de petits producteurs, il existe énormément de styles, de terroirs différents, de pressoirs, de cépages, d'alambics. Enfin, on va en reparler certainement, mais vraiment beaucoup de styles différents. Et nous, on n'est pas dans les styles, en fait, on n'est pas, voilà, on n'est pas sectaire, on n'est pas, voilà, on aime plusieurs styles et donc du coup, on cherche pas un style en particulier. Voilà. Et aujourd'hui, vous travaillez avec combien de domaines partenaires? Alors aujourd'hui, on travaille à peu près 25 domaines à peu près. Voilà. Mhm. Donc dans les 25 domaines, il y a des gens qui produisent encore, énormément de domaines quand même qui produisent plus. Des fois, c'est la génération d'avant qui a fait l'armagnac, qui l'a stocké, et puis des fois, c'est les enfants qui le vendent. Il y a des gens aussi qui vendent tous les ans quelques barriques, on sélectionne quelques barriques. C'est un partenariat. Honnêtement, c'est un partenariat. Il faut faire les choses intelligemment. J'ai des domaines qui, comment dire, parfois en fin d'année, l'année a été difficile, ils ont eu des mauvaises récoltes. Et il faut les soutenir, leur dire: mais ok, je vais te prendre une barrique, ne t'en ai pas besoin. Je vais te prendre une barrique, voilà. Et l'année d'après, par contre, si c'est moi qui n'en ai pas besoin, il faut leur dire: écoute, c'est un partenariat. Voilà, il faut qu'il y ait une confiance. Et ça, j'ai beaucoup de relations avec des gens comme ça, de confiance. Donc voilà, on travaille à peu près 25 domaines, la majorité en Bas-Armagnac, mais aussi en Ténarès, beaucoup, et voilà. Et très peu en Armagnac, parce qu'il y a tout simplement parce qu'il y a la moelle. Voilà. Génial. Pour revenir un peu là sur l'une de tes multiples casquettes, tu es maître de chai. Euh, Comment est-ce que toi tu t'es formé sur ce métier passionnant? Il y a un vrai savoir-faire. J'imagine que c'est à force de dégustation, à force d'échange, mais comment est-ce que tu as acquis ce savoir-faire autour de, bah, de ces Alors, barriques, de ces armagnacs? pour répondre à cette question, en fait, moi, j'étais dans la restauration avant. J'avais une entreprise de restauration, on a commencé l'Incantala. Ça fait 4 ans que je travaille 4 ou 5 ans, là, que je travaille à Pental, Incantala, mais pendant 10 ans, en fait, même plus de 10 ans. Je faisais ça en plus de mon travail. Et comment dire, et j'étais dans la restauration, je pense que moi, j'ai toujours aimé goûter, déguster, manger, curieux, avoir des odeurs, des saveurs, autant en bouche qu'on est. Vraiment, je suis très curieux. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je passe à côté d'une fleur, d'une rose, je peux pas m'empêcher de couper un morceau, de sentir, voilà. Moi, j'ai fait un apprentissage il y a très longtemps, pour la petite anecdote, en cuisine. Et moi, j'avais un chef qui goûtait la terre, hein, quand ils avaient des truffes et des champignons. Il goûtait la terre comme ça sur le bout du doigt. Il me disait, tu vois, la terre comme ça, hein, moi, je juge pas. Il me disait, la terre où poussent les truffes, c'est une terre particulière. Il faut savoir, pour goûter les produits, il faut savoir aussi d'où vient le terroir. Voilà. Alors moi, qui suis un enfant de la terre du terroir, qui est d'une famille d'agriculteurs, ça me parle, en fait. Et c'est vrai que je suis curieux de tous ces goûts, de tous ces échanges. Donc je pense que j'ai toujours eu une culture comme ça, voilà. Et j'ai eu la chance, moi, de grandir aussi dans une famille où on mangeait de tout, on grillait des saisons, on faisait beaucoup de concerts, beaucoup de jardins. Donc il y a beaucoup de saveurs différentes. Voilà, voilà. Le supermarché était beaucoup plus au jardin et à bas secours et à l'étable que dans le rayon le caddie à l'époque. Et donc j'ai beaucoup goûté de choses dans mon métier de restauration aussi. Jeune, je pense que nous, dans notre situation de malfaiteurs, les Catalans, on est des vrais épicuriens. On aime la vie, on aime le partage, voilà, on aime bien manger, on aime bien déguster. Je ne sais pas si on peut dire boire aujourd'hui, mais on aime on apprécie les bonnes choses.
Quand j'étais jeune, moi, j'ai fait des concours de sommellerie, j'ai fait des concours dans le vin, j'aimais ça. J'aimais des choses, j'ai travaillé à faire des remontages quand j'étais jeune, je faisais des remontages en échelle, j'aimais bien en fait l'histoire comme ça, apprendre, être curieux, savoir que quand tu goûtes un vin, comment c'est fait, voilà. Donc j'ai fait des concours comme ça. Sur l'Armagnac particulièrement, nous on avait ce petit réseau ici, nous à la campagne, donc je goûtais beaucoup d'Armagnac, différents, de beaucoup de terroirs. Ça c'est sûr on savait déjà que suivant les terroirs, suivant les qualités, suivant les cépages, il y avait beaucoup de choses très différentes. Ça c'est sûr. Et après, comment c'est venu petit à petit? Alors je pense honnêtement qu'on a eu beaucoup d'humilité nous au départ, voilà, on n'avait pas la prétention de tout savoir. Au début, on était très, très humble, on sentait pas trop de voilà, par rapport aux grosses maisons, on disait: «Oui, mais nous on sait pas trop, on n'a pas de» voilà, on en est OK, on a peut-être des jolies barriques, mais on reste chez nous, on comparait pas par rapport aux autres parce qu'on vendait pas beaucoup de bouteilles quand même, donc on pensait pas avoir la prétention, on disait: «Nous, on fait ça pour se faire plaisir, on a quelques bons copains qui aiment nos jus», voilà. Et petit à petit, en fait, en allant, de plus en plus chez les producteurs, allant de plus en plus, en développant notre activité Armagnac, si vous voulez, quelque part, on a, plus d'alambics, plus de distillation, plus de parties de nuit à discuter avec les distillateurs, à goûter la blanche, à expliquer, avoir beaucoup d'histoires. Nous, on s'est beaucoup, beaucoup intéressés au départ. Moi, je buvais d'autres spiritueux. J'aimais le whisky, un peu moins le rhum au départ, mais j'aimais d'autres choses, en fait, voilà, le bourbon, d'autres choses. Et du coup, je pense, peut-être des fois, peut-être aujourd'hui, un palais assez ouvert, en fait, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je goûte beaucoup de choses. Et petit à petit, en fait, on a été assez ouvert. Après, j'ai fait des formations aussi sur l'Interpro, mais on a beaucoup dégusté. Et je me suis rendu compte quand même qu'on a commencé à faire notre propres idées. Je dis «on», mais c'est quand même beaucoup moi qui fais sur le produit, mais on a beaucoup douté aussi, on a beaucoup échangé, on a dégusté des produits, d'autres d'Armagnac, d'autres Cognac, beaucoup d'autres choses en fait, voilà. Sans a priori, sans se dire, «Ça c'est bon, ça vaut tel prix, ça c'est boisé, ça c'est coloré». On a dégusté pour le plaisir. Moi, je suis très joueur et aujourd'hui encore, quand j'ai des clients, on fait beaucoup, beaucoup déguster à l'aveugle chez nous. C'est une question de prix, c'est une question de terroir, de cépage. On fait beaucoup déguster à l'aveugle. On dit, voilà, tu es tout seul dans ton verre. Si c'est bon, on doit savoir. Oui, je fais beaucoup ça aux clients, nous, aujourd'hui encore, parce que j'estime que on doit avoir des émotions. On doit avoir autour du verre, autour de la dégustation, ça doit procurer des émotions. Et les émotions, des fois, on les a autant sur un Armagnac, je fais une aparté, mais que sur un Armagnac jeune, que sur un Armagnac vieilli, 30 ans en fût. Et les émotions que tu vas procurer, ça doit rien avoir avec le prix ou l'âge ou la couleur de l'étiquette. En fait, j'extrapole un peu, mais donc pour moi, voilà, on a beaucoup dégusté et je pense que sur le tas, quand même, en quelques années, alors on n'est pas arrivé, mais voilà, on a essayé d'apprendre des choses et on doit encore beaucoup apprendre nous, mais ça c'est sûr, mais on a essayé d'apprendre, voilà. Et d'être surtout ouvert, d'avoir le maître mot, c'était il faut garder l'esprit ouvert et se dire que voilà, il y a sûrement plein de pistes à explorer, il y a plein de choses différentes et que si les gens boivent peut-être du whisky de certaines façons, ben peut-être que nous, l'Armagnac, il faut pas forcément, être têtu dans le sens où, OK, mais les Armagnacs ont un certain goût, mais c'est peut-être pas toujours les bons Armagnacs. Il y a peut-être un problème aussi, on n'est pas en adéquation avec le marché. Je veux dire, voilà. Donc peut-être que quand on a des barriques qui sont des fois plus, comment dire? Plus spécifiques, ben pourquoi pas aller chercher ces goûts-là et essayer de les vendre à des consommateurs qui boivent d'autres spiritueux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que nous, rapidement, on a eu d'autres clients, en fait, voilà, qui buvaient surtout des spiritueux et donc du coup, on leur a proposé, aussi des choses, différentes. Voilà. Ok. Et, et aujourd'hui, quand tu te rends dans un domaine, dans des chais, pour sélectionner des fûts, qu'est-ce que tu recherches à la dégustation? Est-ce que tu recherches une émotion en particulier, un profil aromatique? Comment est-ce que concrètement tu sélectionnes des nouveaux fûts Alors, j'ai 2 réponses à ça, parce que les 2 réponses sont justes, en fait, ce que tu as donné. Soit j'ai un client, nous aujourd'hui, des fois on est connus pour avoir beaucoup de styles différents. Nous on a beaucoup de barriques en élevage aujourd'hui parce qu'on travaille beaucoup sur l'élevage. Je t'en reparlerai plus tard, je pense. On est connus aussi et on a des moutons sympas. Moi j'ai vraiment des Armagnacs, des trucs, j'ai des Mosas, Crozet, des choses. Il y en a des Armagnacs qui sont un peu fumés des fois, on a des trucs bizarres des fois la nature te donne des fois des conditions, des choses bizarres. Donc on a des choses comme ça. Donc on a des fois aussi des clients qui cherchent des styles très particuliers qui nous disent: «Tiens, si ça avait été ça en Armagnac, ça m'intéresserait».
Donc, des fois, au gré de mes échantillons récoltés, au gré de mes contacts dans la campagne, il m'arrive des fois d'avoir goûté des barriques déjà et d'y aller exprès pour chercher un style précis et un profil aromatique précis. Ça arrive. Mais dans la majorité des cas, j'y vais en essayant d'y aller sans a priori. Je vais dans le chai. Souvent, je goûte dans le chai, mais je sélectionne jamais dans le chai. Je goûte toujours dans un rituel précis, dans les mêmes conditions, pour essayer d'avoir une palette très, très neutre et pas d'influencer, surtout pas par le propriétaire ou par la barrique ou par les odeurs environnantes. Et donc là, voilà, on cherche d'émotion, on cherche chose particulière, on cherche pas de style. Moi, je pense que on a des styles différents dans notre chai. Il y a peut-être des styles alors c'est pas forcément nous qui avons produit ces Armagnacs, hein, mais il y a des styles qui sont pas encore méconnus en Armagnac et qui peut-être un jour, ça sera des styles peut-être moins boisés, peut-être plus, je sais pas, j'ai des choses un peu salées, un peu agrumes, des fois par exemple, c'est des choses qui sont peut-être des styles un peu plus nouveaux en Armagnac, qui sont pas encore aujourd'hui trop proposés, mais que demain, bon, peut-être je suis un éternel optimiste, moi, et je me dis, il y aura peut-être des gens qui aimeront ce style, et donc j'ai des barriques que j'attends. Mais c'est pas aujourd'hui mon style de prédilection peut-être, mais c'est très bon, c'est intéressant, et je me dis, il y a des buveurs de whisky, des buveurs de rhum alors moins de rhum sur ce profil-là, mais qui se diront, je connaissais pas l'Armagnac, c'est intéressant. Donc voilà, l'idée, c'est un peu de voir, mais c'est vrai que pour revenir à la question précédente, nous, moi, je me rappelle au début, on avait une folle blanche. On avait un domaine qui est assez connu chez nous, qui s'appelle Louskiwood. Bon, on a une folle blanche. J'avais une barrique, 1994, qui est magnifique. Une barrique, moi, qui m'a procuré beaucoup d'émotions, qui était à la dégustation. Ouais, mon verre, tranquille, devant le match au rugby, le samedi après-midi, j'étais le plus heureux, même si l'équipe avait perdu. Et du coup, voilà, cette barrique, on s'est dit, on va la mouteiller. Il y a 10 ans ou 13 ans, ces barriques à 54 degrés. Les gens nous ont traités de fous. Ils nous ont dit, mais non, mais jamais de la vie. J'ai présenté ça à un concours. On m'a dit, mais c'est une hérésie de présenter ça à un concours, mais c'est pas l'Armagnac, vous faites, c'est pas bien ce que vous faites pour l'Armagnac, mais vous faites n'importe quoi, les jeunes, la machin. Bon, nous, on avait l'expression de respecter le produit parce que c'était une belle barrique qui avait été mise dans une barrique neuve avec un joli tonnelier, le tonnelier local des Landes, M. Bartolomeo, donc, ça avait été bien distillé. Je connaissais le distillateur, les gens avaient mis de l'argent dans la barrique, le producteur, en fait. Ils avaient bien installé la barrique, ils avaient un chai bien fait, bien ventilé. Enfin, voilà, il y avait plein et je me dis, il y a des fois la chance, il faut l'aider en mettant de bonnes conditions pour produire et bien vieillir l'Armagnac. Et moi, j'avais pas l'impression de transgresser les règles et de faire du mal à l'appellation, mais c'était pas au goût, voilà, de ce qui existait en Armagnac. C'est pour ça qu'on a gardé l'esprit ouvert. Bon, on a essayé de le proposer. Et là, nous, on a eu la chance de tomber sur des clients qui ont dit, mais c'est quoi ce truc? Mais jamais j'ai vu ça, moi. Ça vaut que, à l'époque, ça valait, je sais pas combien, 80 €, 100 € la bouteille. Et ils se disaient, mais ça vaut ce prix-là, mais moi j'achète des spiritueux qui valent 400 € pour le même prix et qui goûtent moins bien que ça et qui sont plus jeunes. Et en fait, et nous, on a commencé comme ça parce qu'on a eu des barriques et là, ils se sont dit, mais attends, nous, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Et on a commencé, par exemple, à exporter des choses, voilà, parce qu'il y avait des styles différents. Et à la base, c'était pas des buveurs d'Armagnac. C'est ça que je veux dire, en fait. Voilà. Et c'est là où il fallait garder un peu l'esprit ouvert. Alors, on a eu beaucoup de chance, hein. Il faut pas être, je sais pas, on a travaillé nous aussi. La chance, mon associé Fred dirait, la chance, c'est une compétence et ça se provoque. Mais je veux dire, oui, la chance peut-être, voilà, il fallait bien sélectionner la barrique, il fallait bien faire. OK, il y avait mais on a aussi tombé sur des gens qui aimaient ça. Je veux dire, mais ils sont restés ouverts et c'était pas forcément les clients, ce que vous voulez dire, qu'on attendait au départ à l'Armagnac. Donc moi, pour répondre à la deuxième question, quand je rentre aujourd'hui dans un sachet d'Armagnac, je veux aussi me laisser surprendre. Soit je découvre une barrique qui est, oui, le profil et la barrique idéale pour un vrai amateur, un vrai dégustateur d'Armagnac qui aime ça, et je me dis cette barrique, j'espère qu'elle lui conviendra. Mais ça peut être aussi une surprise sur quelqu'un qui est pas forcément habitué à l'Armagnac. Et après, commercialement, le plus dur, ça va être essayer de lui faire découvrir autre chose et de dire l'Armagnac, c'est pas que ça, ça peut être aussi autre chose. Voilà. Top. Et lorsque tu sélectionnes une barrique, qu'est-ce qui se passe concrètement entre le moment où tu la sélectionnes et le moment où elle va être embouteillée et mise sur le marché? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a une étape effectivement où tu vas continuer le vieillissement pour peut-être chercher à avoir un style que tu as en tête? Concrètement, comment la barrique évolue? Alors, aujourd'hui, pour rentrer un peu dans les détails et pour parler un peu de l'Incantata en général, pour introduire ma réponse. Aujourd'hui, on a un peu grandi, nous, quand même. Aujourd'hui, au départ, on a commencé par un petit chai. Maintenant, on s'est un peu professionnalisé, quand même. Je veux dire, on est un peu plus établi. On a 3 chais de vieillissement.
pour avoir un Renault, aussi pour partager le risque, pour avoir 3 ambiances différents et parce qu'on n'est pas sûr que au départ, on n'était pas sûr que nos chaises, elles vieillissent bien. Donc du coup, on a mis nos barriques dans 3 endroits différents pour essayer de prendre pas mettre le risque tout au même endroit et pour essayer de partager, plusieurs salles, plusieurs ambiances. Voilà, donc du coup, on a 3 chais différents. Aujourd'hui, nous, on a à peu près 400 barriques en vieillissement. Quand je sélectionne le barrique aujourd'hui, soit c'est une barrique, j'ai la chance de trouver une barrique qui est c'est formidable. La barrique, elle est prête, c'est bon, c'est voilà, on peut le faire, c'est formidable. Si jamais, des fois j'ai pas cette chance, comment dire? C'est une enfin c'est pas cette chance, c'est pas grave, c'est une barrique qui a du potentiel. C'est-à-dire, c'est une barrique, je sens que derrière, elle a du potentiel, mais elle est pas, il faut l'aider. Parce que le producteur, beh, il avait peut-être pas le chien optimal, peut-être qu'il a pas mis il avait pas les moyens, donc il a pas acheté la barrique neuve, il a pas mis, peut-être, il avait pas la bonne barrique, voilà. Il a pas des fois, surveillé au vieillissement, enfin et voilà, c'est comme ça, c'est une étape, en fait. Il a commencé son travail, c'est à moi de le finir. Donc en fait, il a du potentiel. Donc en fait, on va prendre la barrique dans le chai et nous, on va l'aider à vieillir. Ça, par contre, aujourd'hui, nous, on fait beaucoup de travail sur le vieillissement. On travaille avec, bon, plusieurs tonneliers, un particulier, mais quand même plusieurs tonneliers parce qu'on essaie de garder cet esprit ouvert que il faut pas partir du principe que les même si souvent j'achète de l'Armagnac qui est très bon, la campagne, ça vient du même tonnelier, donc j'en déduis quand même que les choses sont bien faites et que mathématiquement, ça doit être des bonnes choses. Mais on travaille avec plusieurs personnes. On a un chai sec, un chai humide, on arrose les chais, on a un brumisateur. On a essayé plusieurs chauffes, on essaie plusieurs tailles. Des fois en majorité du chêne gascon, mais des fois du chêne limousin. On a des fois des barriques avec des mix. On essaye. On essaye. Donc on n'a pas de, on essaye des choses. Je goûte, je prends un témoin. Si je suis pas sûr, j'y reviens. Je compare par rapport au témoin de départ. Je regarde. Et donc on va changer de barrique. Alors, on va pas changer la barrique de place, mais à la pompe, on va changer notre armagnac de place dans le chai et on va essayer ou des fois de chai carrément. Parce qu'on a aussi des chais où il fait plus chaud, moins chaud. Donc, on va beaucoup travailler là-dessus. Donc, aujourd'hui, quand je sélectionne une barrique, pour répondre de façon plus concise à la question, oui, soit j'ai une barrique qui est prête, et ça, c'est formidable. Je me dis, bon, ben voilà, maintenant, il faut que je trouve le client qui va aimer ce style ou leur proposer à l'embouteillage. Soit, et dans la majorité des cas, quand même, aujourd'hui, c'est les barriques à potentiel. Et à moi de bien faire mon job pour la proposer, alors, rapidement ou plus tard. Voilà, il faut aussi, nous, chez nous, c'est souvent quand même le produit qui décide. J'aime à dire, en fait, nous, on respecte le produit, enfin, on respecte. En Armagnac, on respecte beaucoup le produit parce que il y a beaucoup le mot est noble, en fait, hein, quand même. Mais nous, voilà, c'est le produit qui décide. Si le produit est prêt, on le vend. Si le produit n'est pas prêt, voilà. Soit je cherche autre chose, soit je ne le vends pas. Et voilà, c'est le produit qui décide. Voilà. Superbe. Là, moi, je vois que vous avez donc à disposition une magnifique palette avec un grand nombre je dirais, de barriques, de profils, de potentiels. Concrètement, si on parle maintenant de la gamme, est-ce que tu peux nous la présenter et comment est-ce qu'elle s'articule chez vous? Alors, à l'Incantadam, on a, donc énormément de domaines, en fait. Et dans ces domaines, nous, on fait beaucoup de, ce qu'on appelle les single casks, donc en spiritueux. Donc, on va faire d'anglicisme la pièce unique, c'est-à-dire on mélange pas les barriques, on mélange pas les domaines. Donc nous, on a beaucoup, dans la gamme, on a beaucoup, on prend certains domaines, par exemple, et on prend ce domaine, cette barrique. Si je prends, par exemple, nous, on a un domaine, par exemple, qui s'appelle le cul de sang, c'est du Baco, donc c'est un cépage spécifique qui donne vraiment en 100%, quand c'est du monocépage, souvent des arômes assez différents, des arômes souvent méconnus en Armagnac, hein, malgré ce qu'on peut croire. Quand c'est des Baco un peu jeunes, sur les styles, voilà. Et donc ça, par exemple, c'est un domaine qui est très fruité. Donc nous, dans la gamme, on va plutôt orienter les clients sur, l'aromatique. On a quelques assemblages aussi, mais par exemple, si le client, il cherche quelque chose de fruité, moi, souvent, j'aime leur demander: «Qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous appréciez?» Donc déjà, les gens, ils savent pas vous répondre, mais des fois, il y a des gens qui me disent: «Ah, moi, j'aime bien les rhums mastérisés, jamaïcains, un peu forts». Alors voilà, nous, on va aller chercher plutôt bon, moi, j'ai la chance de bien connaître les barriques et je vais aller chercher, dans les barriques ou dans notre gamme, dans nos bouteilles, je vais dire: «Voilà, ce domaine-là, c'est, voilà, ça a été peut-être un peu distillé, un peu fort, c'est le bois pas trop couvert, pas trop masqué le bois, enfin, je veux dire, il y a une bonne intégration du bois. Et du coup, ça peut-être, ça va plus te convenir. Et ça, moi, c'est mon grand jeu quand j'ai des gens qui visitent, d'aller chercher le bon profil et la bonne chose. Si c'est des gens qui ne connaissent pas l'Armagnac, je veux dire, je vais te chercher plutôt un produit très accessible, très rond, très gourmand, très facile.
Et voilà, et petit à petit, on montait. Et souvent, moi, dans un groupe, je me retrouve avec des gens au chai, avec des gens il va y avoir des groupes, des gens qui vont aimer des choses, moins, voilà. Et l'idée, c'est qu'à la fin, si j'ai bien fait mon job, c'est que tout le monde, à peu près, trouve un style qui lui plaise. Qui lui plaise et voit même, voilà, ah, ça, j'aime bien, ah, ça, c'est bon. Voilà. Et ça, c'est la meilleure récompense. Parce qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de profils. Et voilà. Donc, c'est pour ça que dans la gamme, nous, on ne ferme pas la gamme. On a quelques assemblages. On a, par exemple, le Prodignac, on démarre du VSOP, XO. On a, alors nous, on est du village de d'Artagnan, Ipiat, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une petite épée sur la bouteille, une petite rapière. Donc, on a un assemblage qui s'appelle les Amis de d'Artagnan, un XO. Ça, c'est un profil très gourmand, très appréciable, voilà. Et après, on a 20 ans, 25 ans de assemblage qu'on élève en barrique longtemps. Et après, on a des domaines. Et les domaines, c'est voilà, beaucoup de single cases, beaucoup d'années, beaucoup de barriques différentes qu'on ne va pas houiller. Hein, c'est-à-dire que dans notre barrique, dans notre chai, quand on dit 400 barriques, c'est vraiment 400 barriques. Moi, j'ai des vraies barriques en vidange, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que j'ai des barriques avec 200 litres dedans. Donc, il y a eu beaucoup d'évaporation. Ça fait un peu sourire des fois des éleveurs d'autres spiritueux parce qu'ils disent, mais vous avez énormément d'évaporation. Oui, notre système, nous, nous coûte un peu cher. Mais voilà, je ne veux pas mélanger la barrique 10 avec la barrique 11, si jamais c'est vraiment deux profils différents. Et je vais pouvoir proposer les deux profils aux consommateurs et à nos clients et voilà, et à nos futurs clients. Donc voilà, par domaine, on va avoir des choses différentes. Donc dans la gamme, voilà, on a quelques assemblages, on a de la blanche aussi. On fait aussi peut-être qu'on y reviendra, quelques finishes parfois. Et après, on a par domaine beaucoup de profils différents. Voilà. Mon nom, c'est pas je Clair. Et à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout l'Encantada, quelle référence tu recommanderais ou quelle manière tu recommanderais de rentrer dans votre univers? Alors aujourd'hui, moi, quand je présente l'Encantada, on le présente un peu différent il y a quelques années parce qu'on dit, voilà, nous aujourd'hui, on est négociant, embouteilleur indépendant, parce qu'il y a beaucoup c'est un mot qui est courant dans l'univers des spiritueux que tu connais, donc ça parle à les gens. Mais j'aime pas trop ce mot parce que, en fait, moi, je me considère plutôt comme éleveur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai des barriques qui sont prêtes, mais souvent, quand même, il y a un travail quand même de sélection et puis souvent, quand même, il y a un travail d'élevage. Donc moi, je pense qu'un jour, bientôt, on mettra le mot éleveur sur la bouteille parce que vraiment, c'est le travail d'élevage, c'est vraiment des prises de risques, c'est beaucoup de questionnements. Donc voilà, donc on se définit donc comme négociant, mais moi je mets beaucoup je mets une majuscule au mot négociant, donc pour moi c'est un joli mot. Voilà. On est négociant, éleveur. Aujourd'hui, on est producteur et même distillateur. Donc je présente l'activité un peu globale. Et quand sur un néophyte ou quelqu'un qui ne voit pas le marque, on leur dit voilà, nous on respecte beaucoup le produit. Quand on met brut de fût, nous on a pas une petite appellation officielle, brut de fût. Donc on met un petit macaron sur la bouteille, voilà, pas d'eau, pas de sucre, pas de changement de couleur, pas de filtration à froid, on respecte beaucoup le produit. Et du coup, voilà, nous, chez nous, où quand même, je pense que nous avons une variété de profils aromatiques et de goûts vous devriez trouver et comprendre un peu ce que c'est l'Armagnac. Vous allez trouver peut-être l'Armagnac pour tous les moments de consommation, j'espère. Et du coup, vous allez pouvoir vous promener. Donc, à moi de vous guider. C'est pas le plus simple quand même. C'est pas la façon la plus simple de rentrer dedans. Ou alors, on leur dit, mais écoutez, on commence par les assemblages. Les assemblages, c'est quand même un peu plus consensuel. Donc voilà. Et après, on va peut-être aller sur les single casts, suivant ce qu'ils aiment, comme je disais tout à l'heure. Mais dans l'idée, au départ, voilà. Soyez curieux, milieu, allez-y, guidez-moi. Et donc là, j'essaye des profils. Et après, je vois. Et petit à petit, je le guide j'essaye de le guider du moins sur les profits d'après les informations et les retours que j'ai sur les profils qu'il va aimer. Sinon, on commence par les assemblages et voilà. Donc, on se définit, nous, voilà, comme toutes ces activités et aussi comme, voilà, pas fermé dans une catégorie, pas juste sur un terroir, pas juste sur, voilà, en disant, voilà, nous, je pense qu'on va ouvrir une fenêtre assez large sur l'Armagnac et pouvoir vous proposer de découvrir l'Armagnac et de voir ce que c'est l'Armagnac. Voire même peut-être d'aimer l'Armagnac. Superbe. Tu nous parlais un peu de moments de dégustation. Toi, personnellement, comment est-ce que tu dégustes l'Armagnac? Est-ce que tu as des différents moments de consommation, différents typologies aussi de consommation de l'Armagnac? Comment est-ce que tu l'aimes? Alors, nous, on ne prononce même pas le mot comme il était consommé avant, parce que nous, on n'ose même pas le proposer, le mot que tout le monde pense, comment a été consommé l'Armagnac avant. Nous, on n'a jamais parlé comme ça, on l'a toujours placé dans la catégorie spirituelle. Parce que pour moi, c'est un vrai spiritueux. Et la consommation fin de repas,
Parfois même, c'est très intéressant et moi je le fais, hein, on est d'accord, en Gascogne, c'est répandu, hein, il y avait pas un repas fini sans un goût d'Armagnac à l'époque. Un peu moins maintenant parce que voilà, mais quand même. Mais c'est plutôt pour moi, c'est plutôt un moment, un échange. On est là, on fait du repas, on est tranquille, on discute, on refait le monde, c'est très bien, on est d'accord, pas d'accord, on se resserre, on est un peu plus d'accord. Voilà, ça correspond plus à un moment qu'à un terme de pour moi, la dégustation après repas, c'est peut-être pas la je mets des guillemets, hein, mais j'ouvre le débat, hein, c'est peut-être pas le meilleur moment parce qu'en fait, on a mangé, on a les papilles qui sont déjà un peu chargées de ce qu'on a mangé, on a peut-être bu du vin, on a peut-être bu l'apéritif, donc du coup, voilà. C'est peut-être pas forcément le meilleur moment. Le meilleur moment, oui, pour le consommer entre amis, prendre plaisir, là, il y a pas de moment. Mais, en termes de dégustation pure, je parle. Donc en fait, quand on va conseiller un armagnac sur le moment de dégustation, pour moi, il faut ouvrir l'esprit. On se pose pas la question quand on consomme un rhum ou un whisky, des fois, quand on peut consommer l'armagnac. Mais l'armagnac, c'est pareil. Il faut se faire plaisir. Si votre petit plaisir, c'est avec un bouquin, tout seul, après de déguster un tout petit fond d'armagnac et de se dire, voilà, c'est bon, je le laisse s'ouvrir. Oh, il y a des parfums qui reviennent, qui arrivent, là. Voilà, c'est long en bouche, c'est gourmand. Et je me fais un chapitre, hein, toutes les petites gorgées. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Ça, c'est intéressant. Moi, des fois, c'est le match du rugby. Tu un petit peu le samedi parce que, hiver, alors dans le sud-ouest, on est très rugby, mais devant le match à la télé parce que, il pleut et que vous avez pas trop envie, vous regardez ça. Et moi, je vais préférer ça, par exemple, à une bière ou autre chose parce qu'en fait, c'est plus long, c'est gourmand, c'est riche, c'est complexe et derrière, vous allez partir un peu, vous évader un peu et c'est pas juste, la sensation de boire de l'alcool ou de s'hydrater. C'est vraiment l'idée de que l'esprit, le cerveau, il recherche les arômes et vous vous dites: «Ah mais ça je le connaissais par cœur» et en fait, je viens de découvrir un truc qui vient de s'allumer à un moment donné. Tac, il y a un petit arôme là qui vient d'arriver. Tac, boum, mais c'est pas possible, j'ai senti le chocolat blanc, j'ai senti la pêche, j'ai senti autre truc. Hop, j'avais jamais senti. Ça pour moi, c'est joli et voilà et ça peut être la musique, le livre, tout seul, machin. Donc ça, c'est des moyens de consommation un peu égoïstes, hein, où vous êtes tout seul ou pas. Après voilà, c'est, la dégustation entre amis, ça c'est formidable. Vous avez un bon copain, des fois, mais buvons des trucs, sympas, buvons des trucs sympas. Dégustons un truc sympa. On n'a pas besoin de se remplir en d'heures. Avec un petit truc, on déguste un bon truc. Des fois, nous en français, je le vois des fois pour bouger un peu ailleurs sur notre culture, on a la tendance, nous, quand on a une bonne bouteille, une bonne étiquette, à se dire: «Je la garde vraiment et je la fais déguster qu'à des copains qui aiment ça, machin». Mais mon problème à moi, ce que je suis des fois un peu contre ce système parce qu'en fait, eh bien, on a des goûts qui évoluent dans la vie et en fait, ce qu'on va aimer à certaines périodes, à un certain moment, eh bien, peut-être que quelques années après, on l'aime moins. Donc en fait, on l'a gardé égoïstement pour des gens. La bouteille, des fois même, malheureusement, des fois, elle s'altère quand elles sont presque vides. Des fois, ça peut arriver aussi, des suctions, le sel, des fois, ça dépend des bouteilles, mais des fois, ça peut arriver et en fait, on n'y trouve pas les mêmes plaisirs. Alors qu'en fait, il y a peut-être quelques mois, quelques années, on y avait un peu de plaisir. Donc en fait, voilà, quand on a un bon copain, quand on a quelqu'un de ouais, je vais te faire découvrir un truc. C'est l'armagnac, c'est très bien et j'en suis ravi. On va découvrir un style, peut-être une bouteille orange, hein, pourquoi pas, hein? Et voilà et on va dire voilà, prends du plaisir, moi je trouve ça et on va partager, on va échanger et c'est aussi un moyen de communion, de discuter, de rentrer. On n'a pas forcément besoin, voilà. Donc il y a pas de moment. Et après il y a les moi je pense que je mets le pied dans les plats, mais pour moi c'est pas une hérésie. Il y a plein de nouveaux produits. Alors bien sûr en cocktail, ça c'est sûr, mais il y a des armagnacs. Nous, les armagnacs par exemple, on a un produit qui s'appelle Beau Gosse. Bon, on a un peu on a un produit, un petit armagnac jeune de 7 ans d'âge, qui est très gourmand, très rond, très puissant, mais vraiment quelque chose en bouche qui est vraiment qui remplit la bouche en fait de façon très ample. Et beh, cet armagnac-là, quand on met un glaçon ou qu'on rafraîchit le verre ou une pierre à whisky par exemple, ou allongé de tonic ou d'eau pétillante, c'est magnifique. Vous avez donc moi des fois j'ai pas envie forcément d'alcool, il fait chaud, il fait frais. Et beh, voilà, un petit armagnac un peu glacé, allongé avec un peu comme se faisait à l'époque le cognac. Et beh, c'est formidable et en fait, on a aussi, l'idée donc il faut pas forcément se dire: «On achète des bouteilles, on les met dans le placard et je les dégusterai avec un bon copain ou de temps en Mmh. temps ou chercher le moyen». Non, apprenons à nous faire plaisir, on a des bons produits français. Nous, par exemple, je vais pas chez Bombreros, on a des produits qui sont pas sucrés, pas boisés, pas réduits, enfin voilà, donc c'est des produits qui, quand c'est bien distillé, quand c'est bien fait, honnêtement, c'est des produits où vous êtes, qui vous rendent qui enfin, je veux dire,
qui nous garde l'esprit frais. On a rien qui nous pollue qui nous fait mal, voilà. On le dilue, mais c'est formidable. Allons pas chercher des produits à l'autre du monde et des fois, allons chercher, voilà, on a des bons produits sur la main. En France, on a la chance d'avoir je vais faire un petit peu pardon, hein, mais on a la chance d'avoir des AOC, des produits très, très, avec des règles très, très respectueux de l'environnement, des règles, des conditions de production, d'avoir des viticulteurs, d'avoir des gens qui transpirent, qui se mouillent à la vigne. Et voilà. Et profitons aussi de ces moments et sachons déguster à n'importe quel moment, quoi. Voilà. C'est le petit quart d'heure. Consommons français. Génial. Et si on a envie là de se lancer, de consommer français et de découvrir tes Armagnacs aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver ta gamme? Chez les cavistes, j'imagine, en ligne peut-être? Alors, nous, oui, on a un site de vente en ligne. On a aussi quelques cavistes, mais on n'a pas une grosse force commerciale, nous, parce qu'on est une petite équipe. Donc, on travaille, mais on a quelques cavistes quand même qui nous. Enfin, si, on a des cavistes qui nous font confiance, ça c'est sûr, mais on n'est pas dans la majorité des cavistes, ça c'est sûr, mais voilà. Après, on a la maison de whisky qui travaille aussi avec nous, qui distribue nos produits. Et voilà, bon, on a beaucoup de restaurants, par contre, qui ont nos produits. Les sommeliers, c'est vrai, souvent aiment bien nos produits parce qu'on a des produits un peu différents et on a une part d'histoire sur chaque domaine qui leur plaît beaucoup parce qu'on est aussi capable de parler du produit, de celui qui l'a fait. Donc oui, voilà, sur le site internet, sur les cavistes, la maison de whisky, enfin, on peut quand même trouver la cire orange et l'incantador, voilà, on en trouve assez facilement quand même. Ouais. Génial. On mettra les liens en description de cet épisode pour qu'on puisse facilement retrouver tes Armagnacs. Si on se projette un peu maintenant, j'ai lu des choses très intéressantes en préparant cet épisode, et notamment, tu nous en as un peu parlé, le fait que vous aviez acquis en 2019 plusieurs hectares de vignes. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Alors rapidement, en fait, ce projet, ça a été, j'ai acheté des Armagnacs à un domaine, en fait, qui avait des très, très bons Armagnacs, des Bacaux, voilà, des très, très bons Armagnacs. Et en fait, en 2019, les 2 sœurs, qui étaient propriétaires de ces Armagnacs, elles nous ont dit: On a aussi de la vigne», enfin, on savait qu'elles avaient de la vigne, «On vend tout. Si vous voulez des Armagnacs, il faut acheter la vigne». Bon, moi, j'étais pas trop pour, on n'avait pas trop le temps, on avait un deuxième métier. Moi, j'avais un métier très prenant, j'avais une entreprise de traiteur, j'avais un métier très prenant, et mes associés aussi. Donc, je lui dis, bon, forcément, c'était moi parce que j'étais local de l'étape et que j'étais milieu agricole. Ça revenait un peu à moi. J'ai dit, moi, la vigne, je ne sais pas le faire. J'ai pas le temps, on n'a pas la compétence. Voilà. Bon. On n'a pas eu trop le choix parce qu'il fallait les Armagnacs. On pensait que les voisins allaient reprendre la terre. Je vous ai fait, c'est rapide. Et en fait, on a acquis la vigne. On a dit, bon, voilà, on va vendre. Et puis, voilà. Et puis, en fait, on s'y est pris en goût. On s'est dit, mais ça serait quand même intéressant d'avoir nous aussi nos Armagnacs sur une petite production, pourquoi pas, on pourrait essayer nous aussi de produire du raisin sur des fois des styles, sur des jeunes Armagnacs que nous, on n'arrive pas forcément à trouver à la campagne facilement, et pourquoi on ne serait pas? Et pourquoi on ne serait pas capable? Donc, ça a été un challenge. On a replanté la vigne, on a clôturé. Alors nous, on travaille beaucoup à l'Internet par corvée. On a la chance d'avoir beaucoup de copains qui sont venus nous aider à planter des arbres dans la vigne, à clôturer, voilà, des corvées. Donc des corvées, c'est pas triste, hein, c'est l'occasion de faire un beau gueuleton, de passer plus de temps à table qu'à la vigne, mais on a la chance que ça soit participatif. Et on a acquis la vigne. Aujourd'hui, la vigne, on l'a replantée, on a donc un hectare de Bacaux, un hectare de Fleurage, donc une petite parcelle, hein. La vigne, c'est moi qui la travaille, on se la travaille en propre, parce qu'en fait, je voulais aussi apprendre à la travailler. Je voulais aussi apprendre à sentir les maladies, à savoir comment le faire, savoir le faire. Parce que si jamais on le faisait faire à quelqu'un, je voulais savoir le faire. En fait, je voulais être capable de détecter si le travail était bien fait, si le travail était bien fait. Alors, j'ai pas la prétention en 5-6 ans d'avoir appris à le faire, mais maintenant, je commence un peu à cerner un peu le problème, on va dire. Donc, du coup, voilà, on se la travaille. On a un petit tracteur, on a un petit truc, on sait le faire. Donc, c'est un peu de temps aussi, la vigne, mais c'est aussi des fois ma bulle aussi. Alors, nous, elle est un peu loin de chez nous, elle est à 1 heure de chez nous, on a la bassine d'Armagnac, dans un joli terroir de base d'Armagnac, sur le terrain sablonneux. Ils donnent quand même des jolies eaux de vigne, ça c'est sûr, c'est pour ça aussi qu'on l'avait acquis. Et donc, voilà, c'est aussi ma bulle de décompression. Des fois, voilà, demi-journée par semaine, je vais traiter. C'est pas toujours rigolo entre les sillons de vigne, voilà, mais voilà, ça me permet de faire autre chose, de penser à autre chose, de me recentrer des fois un peu sur moi-même et de repenser. Et c'est aussi avec, ça me permet aussi d'avoir beaucoup d'humilité maintenant, de parler du travail de la vigne un peu mieux que je pense que je le faisais au départ, et de respecter aussi le travail du vigneron, voilà, ça c'est sûr. Voilà.
Donc maintenant, on est un peu producteur. Et ça fait, on a sorti 3 jus depuis nos vignes. Voilà. On a eu la chance, nous, un peu avec le milieu, les orages, ils nous ont épargné. Je touche du bois. Pour cette année, ça se passe très, très bien. Les conditions sont réunies. Donc, on espère, voilà. Et on fait donc des distillations et des cuvées à monocépage. Voilà. Baco et Folva. Voilà. Génial. Et il reste donc une dernière brique finalement pour maîtriser un peu toute la production de l'Armagnac de bout en bout, un alambic. Oui. Est-ce que tu as des projets là-dessus? Est-ce que c'est des projets qui ont déjà commencé? Ouais, alors c'est des projets qui ont déjà commencé parce que voilà, l'alambic, c'est quand même. C'est bon, l'alambic dans le milieu spiritueux, c'est vrai qu'on parle de distillerie, on parle pas de domaine, on parle. Bon, l'alambic, c'est un mot qui fait rêver, on est d'accord. C'est magique, l'alambic. Donc, c'est vrai que l'alambic, alors il faut savoir l'utiliser, mais il faut savoir le maîtriser, la belle, la belle chose, tout en cuivre qui est rutilante parfois, mais il faut savoir l'utiliser. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui me plaisait beaucoup. J'ai la chance d'avoir un copain, moi, distillateur, et maintenant plusieurs, mais à l'époque, un copain distillateur, bien avant d'entrer à Cantada, où j'aimais aller manger une garbure avec lui autour de l'alambic, ses odeurs, essayer de comprendre comment ça marche. Bon, j'adorais ça. Et il y a quelques années, en achetant de l'Armagnac dans un domaine, il y avait un petit alambic dans le chai. Enfin, il y avait plein de pièces démontées. Et je dis au fils du propriétaire, je dis, mais c'est un alambic, hein. Mais c'était vraiment, il y avait des poules dessus, il y avait une couche de crasse. Enfin bon, vraiment, on détectait pas trop, c'était un alambic. Il y avait des morceaux partout. Je dis, mais ça, c'est un morceau d'alambic. Il dit, oui. Il m'a dit, mon père, il en avait un, mais bon, il a là, mais bon, comme souvent à la campagne, il le vendra pas. Bon, voilà. Bon, j'ai discuté avec le papa. Bon, finalement, on a acheté l'alambic. À la base, on s'était dit, c'est plutôt pour la déco. Mais le père, il m'a toujours dit, attention, cet alambic, il n'a pas été percé, parce que parfois, les douanes perçaient les alambics pour pas qu'on puisse l'utiliser. Ils avaient peur que les douanes, parfois, ont peur que les gens distillent sans le déclarer. Donc, voilà, c'était pas possible. Mais voilà, mais il y a une époque où ils perçaient les alambics pour pas qu'ils puissent être utilisés. Et il me dit, non, non, il est répertorié aux douanes, il n'est pas percé, cet alambic, il marchait. Quand on l'a arrêté, il marchait. Donc, on l'a remonté, on l'a nettoyé, on l'a teint, voilà, on a passé beaucoup de temps ensemble. On l'a briqué, voilà. Et il s'avère que c'est un petit alambic de 1920 de marque Sierre. C'est un jouet, hein, c'est un alambic qui produit une barrique par jour et qui avait été arrêté parce que justement, il produisait pas beaucoup à la fois et que du coup, nous, sur l'alambic à colonne, c'est 24 heures sur 24. Donc, c'est quelqu'un qui fait la nuit, quelqu'un qui fait le jour, 12 heures, 12 heures. Et ça coûtait un peu cher en main-d'œuvre, en fait, de faire venir quelqu'un pour faire, en gros, la petite quantité qu'il produit par jour. Mais c'est la marque Sierre, c'était une marque assez connue à l'époque, qui faisait des traits alambics, des beaux eaux de vie et qui était connue pour avoir des eaux de vie spécifiques. Voilà. Et donc, on l'a réparé. Et je me suis dit, c'est un alambic qui doit marcher. Donc. Et on a essayé, et maintenant il marche. Et ça fait 2 ans qu'on distille avec. Voilà. Donc, j'ai été quand même formé. J'ai eu la chance d'avoir des amis, des copains qui m'ont aidé à le démarrer, qui m'ont aidé à régler les problèmes, ça quand même. Voilà, j'ai pas été tout seul, mais c'est bien, l'entraide a bien fonctionné. Et aujourd'hui, donc, on distille chez nous. Et aujourd'hui, j'ai même la chance des fois d'aller dépanner, du coup, mon copain, là, qui au début, j'allais manger à la garbure. Et maintenant, des fois, je vais le dépanner, faire quelques nuits, faire quelques journées, le dépanner. Alors, je dis le dépanner parce que j'ai pas forcément trop le temps, mais je vais le dépanner, distiller en ambulant chez le producteur. Et c'est vrai que la distillation, c'est un moment magique parce qu'en fait, on transforme du vin qui est du vin nature. Et nous, en Armagnac, on fait du vin nature, du vin sans sulfite, parce qu'on ne peut pas mettre du sulfite dans un alambic. Et on fait du vin nature qui ne conservera pas, donc, hein. Et on distille ça l'hiver quand il fait froid. Des fois, il ne fait pas beau, il y a du vent, il y a de la pluie. Et vous vous mettez au chaud, au coin de votre alambic, en train de le surveiller, en train d'essayer d'optimiser les réglages, d'essayer de goûter, de se dire, voilà, bon, c'est pas mal, peut-être qu'on peut essayer de faire mieux, voilà, voilà, de laisser cet alambic. Quand on est tout seul, au pied de l'alambic, en fait, il y a un bruit. Il chante, en fait, le cuivre, et c'est compliqué à expliquer, mais vraiment, il y a une communion et c'est vraiment des moments sympas. Ouais. Après, il y a les moments aussi conviviaux où on fait la fête aux alambics, on reçoit du monde, ça, c'est vraiment très sympa, ça sent très bon. Voilà, on a la chance, nous, en Armagnac, d'avoir une belle tradition autour des alambics. Mais ça, c'est vraiment des moments sympas, ouais, l'alambic. Donc, nous, voilà, on distille uniquement notre production, on distille, voilà, alors ça dépend de la production, on distille quelques barriques par an. On va distiller une petite semaine ou 10 jours, nous, mais ça, c'est très sympa. Donc, je vous invite, ouais, à l'occasion, à aller visiter les alambics et plus particulièrement chez nous, si vous voulez, à venir dans Canada, voilà, vous renseigner sur les dates de distillation, mais c'est vraiment intéressant. Et on a la chance, nous, en Armagnac, d'ouvrir les chais pour les distillations, et vous pouvez suivre les distillations. Voilà. Incroyable.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore quelques petites questions. La première, c'est quelle est ta plus belle dégustation d'un Armagnac? Bon, alors si je fais une réponse téléphonée, je dirais que c'est celui que j'ai pas encore goûté, mais, heu, non, je vais être plus honnête. J'ai eu la chance, moi, de déguster des belles choses, des choses du siècle dernier, des belles choses. Après, la belle et les plus belles dégustations, honnêtement, c'est des fois, voilà, c'est mon petit domaine que je disais tout à l'heure, mes barriques là, des trucs qui m'ont procuré beaucoup d'émotions. Mais honnêtement, des fois, honnêtement, c'est la blanche que tu vas sortir de l'alambic, et tu te projettes en te disant: «Dans quelle barrique je vais pouvoir le mettre pour que ça reste aussi joli et que ça me procure autant d'émotions dans quelques années?» Et peut-être que ça procure des émotions à mes gosses ou à la prochaine génération ou aux gens qui achèteront une bouteille. Mais honnêtement, c'est de se dire mais la mienne ou pas la mienne, hein, d'ailleurs, hein, mais quand tu as une belle blanche autour de l'alambic, tu te dis: «Est-ce que je vais prendre la lourde responsabilité de le mettre dans une jolie barrique et que ça puisse, voilà, continuer et le sublimer?» Voilà, ça c'est assez intéressant et ça, c'est une jolie dégustation, ouais. Il faut que ça te Super. mette un petit peu comme on dit, les poils, hein, il faut que ça te mette un peu Ouais. d'émotion. Voilà. Mais pour l'Armagnac, autre chose, mais bon, surtout l'Armagnac. Génial. Est-ce que toi, tu as un accord mets Armagnac que tu aimes en particulier, un peu une petite Madeleine de Proust que tu adores faire de Alors, temps en temps? on va parler un peu du moment de consommation. Moi, j'adore l'Armagnac un peu, à l'apéro, avec le jambon, ça marche très, très bien, c'est magique. Un jambon un peu gras, là, un peu affiné. Une tranche de jambon, un peu d'Armagnac le gras, formidable. Après, moi, je suis un ami conditionnel du fromage. Vous mettez une époisse affinée sur un Armagnac un peu gras, un peu éteint. Mais la vie, elle est simple, hein. La vie, c'est magique. Il y a rien besoin d'autre. Je veux dire, c'est voilà, le gras de l'Armagnac avec le gras du fromage, c'est très, très bon, quoi. Voilà, après, tu te fais un petit cocktail avec une blanche, bon voilà, et c'est magique aussi à l'apéro, on est d'accord, voilà. Mais Clairement. moi, mes enfants, bon, moi, j'ai travaillé dans la restauration avant, mais rapidement, quand je fais un gâteau chez moi ou quand je cuisine, mais si vous demandez à mes enfants quel est l'ingrédient magique, ils vous disent: «C'est l'armagnac». Moi, je leur dis chaque fois, bon, je suis un peu têtu, je leur dis: «Ce qui est magique dans l'armagnac, c'est dans le gâteau, c'est l'armagnac». Donc chaque fois une lichette dans toutes les crêpes, dans tous les gâteaux. J'invite toutes les pâtissières et les pâtissiers qui m'écoutent à dire: «Mettez un peu d'armagnac, mettez pas un rhum, bon, je peux pas le dire, mais parfois distillé à 90 degrés et coloré, machin. Mettez un armagnac, ça coûte moins cher que l'armagnac liquide, c'est très bon et c'est goût boisé là. Ce qui est là où vous allez le complimenter sur le gâteau, c'est l'armagnac. Mettez un meilleur armagnac dans la bouteille. Laissez pas les bouteilles dormir dans le placard». Fabuleux. Et après, là, de près de 14 ans aux manettes de l'Encantada, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans toute cette aventure où tu te dis, bah, finalement, je me lève le matin et j'adore ce que je fais, c'est passionnant. Alors moi j'adore mon métier, je suis un éternel optimiste donc voilà et je me dis que j'aurais une vie trop courte pour mener à bien tout ce que je veux faire donc du coup, voilà, moi je remplis mes journées et j'ai pas de problème et je suis très content. En fait, ce qui me fait courir, c'est, voilà, c'est trouver la prochaine barrique, la jolie barrique, essayer à la vigne d'avoir un beau produit, essayer de trouver des clients qui vont aimer le barrique dans le chai, d'ouvrir nos chais, de participer. Nous, on joue beaucoup sur le spiritourisme. À l'Encantada, on peut venir visiter. On organise des visites d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, enfin, plusieurs formules, où vraiment vous faites une immersion sur l'Armagnac, on vous explique les cépages, l'Armagnac, les barriques, le vieillissement. Alambic, on fait goûter des choses très différentes pour vraiment qu'on parte avec une part d'histoire et une part de produit et qu'on ait quelques souvenirs, en dégustant l'Armagnac. Mais vraiment, moi, ce qui me fait vibrer, voilà, c'est que nous, l'Armagnac, malheureusement, je sais pas pourquoi, on est un alcool méconnu qui est par rapport à d'autres spiritueux. Tout le monde connaît un peu l'Armagnac, on est un peu connu, on est un peu méconnu et nous, Armagnacais, on a vraiment un cheval de bataille et une responsabilité à dire voilà, il faut qu'on sorte du lot, il faut qu'on ouvre nos chais, il faut qu'on fasse débuter les armagnacs, il faut à un moment donné montrer aux gens qu'on a vraiment des produits qui méritent d'être connus et voilà quoi, et qu'il y a des armagnacs pour tous les styles, hein, et on a vraiment à faire. Et ça, c'est vraiment une chose moi qui m'anime sur un salon, au chai, peu importe, je t'interviewe, c'est-à-dire voilà,
Ouais, mais l'Armagnac, on connaît. Non, non, je pense que non. On en reparle dans 2 minutes. Je lui dis: «Moi, ça fait 30 ans que je tourne dans les chaînes. Ça fait 14 ans que dans le truc et je connais pas et je pense que jamais je connaîtrais parce qu'en fait, j'ai une petite idée, mais c'est tout parce qu'en fait, il y a trop de choses différentes, trop de paramètres. Donc voilà, ça anime parce qu'en fait, on se dit: «C'est jamais fini» et heureusement d'ailleurs parce que ça serait triste sinon et on a plein de choses à découvrir et à faire découvrir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Voilà et essayer de bien faire son job. Voilà, essayer de bien faire son job et d'être, voilà, pas vendre que des étiquettes et des bouteilles, il faut essayer de bien faire son job et c'est magique si tu veux un produit, tu es producteur et enfin au sens large, hein, de production et que tu proposes un produit dans ta bouteille, que tu as l'impression d'avoir mis tes tripes dans la bouteille et que la personne à l'autre bout en France, à l'autre bout du monde, elle a des émotions, bah, tu te dis: «Ça, tu as le contrat rempli, toi, tu bien». Que tu vends du fromage, de la bouteille, de l'huile d'olive ou de l'Armagnac, c'est très bien, tu es content. On ne demande pas plus. C'est bien, on a fait notre job. Voilà. Superbe. Bah écoute, j'invite tous les auditeurs d'Eau-de-Vie à déguster de l'Armagnac, à déguster plus d'Armagnac pour ceux qui dégustent déjà. Essayons à tout moment. Essayons voilà. Essayons. Soyons curieux. Voilà. Cassons les codes. Oui, puis on a quelques idées là d'accord qu'il faut absolument tester. C'est ça. Écoute, un grand merci Vincent, c'était une très très belle découverte. On mettra les liens en description pour pouvoir se procurer tes magnifiques Armagnac. Et puis pour les auditeurs d'Eau-de-Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Écoute, je te remercie, je suis un peu bavard, mais je te remercie. On a beaucoup de choses à dire à l'Armagnac et merci beaucoup. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.